Bonjour à tous. Donc on va rester encore une fois sur les indices, qui sont un peu différents de ceux développés par Stanislas, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc je vais vous présenter mon projet de recherche que j'ai fait pour mon stage de M2, donc à l'IFREMER de Brest, et sous la direction de Jacques Graal et d'Antoine Carlier. Donc je me suis intéressé à l'impact d'une espèce invasive, donc qui est présente dans toute l'Europe, qui est la crépidule, et son effet sur la diversité et la fonctionnalité trophique des peuplements benthiques de la rade de Brest. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la crépidule, donc c'est un gastéropode qui vit en colonie. Donc je vous ai mis ici une petite photo d'un fond à crépidule. Donc en fait ça forme des chaînes et on atteint des très très fortes densités sur les fonds. Donc c'est une espèce invasive mais aussi ingénieure puisque par sa densité et sa forme et son activité de filtration, elle va modifier son environnement. Donc de deux manières. Principalement déjà par sa filtration, puisqu'elle va envaser le sédiment, donc elle va tendre à homogénéiser, mais à micro-échelle, elle va permettre de créer une hétérogénéité, notamment par ses coquilles, et qui vont rester un grand nombre d'années après la mort des crépidules. Elle modifie aussi bien sûr les fluides géochimiques en créant un couplage entre le compartiment pélagique et benthique. Donc c'est une espèce qui est présente depuis les années 50 donc dans la rade, mais aussi sur les côtes nord-est atlantiques. Elle vient des États-Unis et elle a été introduite lors de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a ensuite connu une très forte augmentation durant les années 70, notamment grâce à l'importation de l'huître creuse, de l'huître japonaise. Et jusqu'en 2000, donc, vous avez ici une carte des biomasses de crépidules dans la rade de Brest, qui est tirée de la thèse de Laurent Guérin. Donc on voit que c'est surtout cantonné au bassin sud, les très fortes biomasses, et au niveau de l'embouchure des deux fleuves qui sont l'Elorn au nord et l'Aulne au sud. Donc ça c'était en 2000, et jusque là on n'avait plus d'informations sur les populations de crépidules en rade. Mais l'année dernière, suite au réseau de surveillance Rébint, il y a une nouvelle campagne qui a été faite. Et on s'est rendu compte que au nord, on avait toujours cette très forte population et cette forte biomasse, alors qu'au sud, on avait un déclin du stock et que maintenant, on n'avait plus que des fonds sans crépidules avec juste des débris coquillés. Donc la crépidule a longtemps été étudiée d'un point de vue spécifique, mais aussi de son effet sur la communauté, donc dans les flux, mais aussi dans les processus donc, de respiration et de production secondaire. Mais encore, personne ne s'était intéressé sur son effet sur le réseau trophique benthique. Donc c'est là-dedans que s'inscrivait notre projet. Alors là, je vous fais un petit rappel sur la niche écologique, donc, qui a été décrite dans les années 60 par M. Hutchinson, et qui lui, en fait, voit une niche écologique comme un espèce de volume à n dimensions, avec deux types d'axes, donc des axes avec des jolis noms, donc des axes cénopoétiques, qui eux se rapprochent plutôt à l'habitat et aux conditions environnementales. Donc ça pourrait être par exemple sur ce petit schéma avec les écureuils, donc la température ou la densité de branches, et des axes bionomiques qui sont eux liés aux ressources et à l'utilisation de cette ressource. Donc bien sûr cette niche elle est valable à l'échelle spécifique, comme on le voit ici pour nos écureuils, mais aussi à l'échelle plus large donc du groupe trophique ou encore de la communauté. Donc l'intérêt, puisque nous on va utiliser l'outil isotopique, c'est d'avoir une image plus ou moins précise de cette niche écologique. Donc comme l'a dit M. Cherel, on peut donc déterminer un espace isotopique à 2 ou 3 dimensions selon le nombre d'isotopes stables qu'on utilise. Donc nous on va surtout s'intéresser aux isotopes du carbone et de l'azote. Et donc, on va définir une niche isotopique. Et ce qui est intéressant, c'est que les différents isotopes permettent de décrire certains de ces axes. Donc, je vous ai mis ici des exemples. Donc, classiquement, le DTN15 pour déterminer des niveaux trophiques. Donc, lui, qu'on pourrait plutôt assimiler à un axe bionomique, donc lié directement à la ressource. Ou au contraire,
comme ici l'eutrophisation, pardon, qui est encore une fois plus décrite par le TN15, qui permettent de différencier des milieux pollués ou non pollués. Donc grâce à ces différents isotopes, on peut les utiliser comme des descripteurs clés en fait de cette niche écologique. Et donc en les utilisant, on peut dire qu'on a une bonne vision de ce qui se passe sur l'ensemble de la communauté en décrivant cette niche. Et l'intérêt, puisque nous on se situe dans la rade de Brest, on va comparer plusieurs milieux. Et l'intérêt, c'est que justement, la plupart des axes qui ne sont pas décrits, c'est-à-dire les axes liés à l'habitat, on suppose que ce sont les mêmes puisqu'on se situe au sein de la rade de Brest et donc on considère que les conditions environnementales sont les mêmes. Donc voici une représentation classique d'un réseau trophique. Donc les signatures isotopiques sont les points noirs. Et je vais vous présenter les différents indices que l'on va utiliser. Donc déjà, sans indice, un réseau trophique nous donne plusieurs informations donc, qui ont été décrites tout à l'heure par Stanislas. Donc on peut voir quelles sont les sources à la base d'un réseau trophique et comment les espèces se placent par rapport à ces sources et comment les espèces se placent les unes par rapport aux autres. Donc l'avantage d'utiliser des indices, c'est justement de quantifier certains aspects de ce réseau. Donc tout à l'heure, on a parlé des gammes de DTAC13 et de DTN15. Donc la gamme de DTAC13 nous donnant une information sur l'utilisation des sources qui sont à la base. Donc là, ici, c'est une représentation juste des consommateurs primaires, puisque justement ces indices ne prennent pas en compte ces sources. Donc c'était une première critique qu'on peut faire à ces indices. Un second indice de gamme, donc c'est la gamme de delta N15, qui lui donne une information sur la longueur des chaînes trophiques dans notre réseau trophique. Et ensuite, il y a deux types d'indices. Donc les indices de diversité au sens de diversité des niches trophiques et des indices de redondance. Donc on va utiliser, il existe pour les indices de diversité donc cette petite ellipse, donc qui en fait sur le principe c'est la même chose qu'un écart type mais bivarié, donc qui va représenter en fait la dispersion des points dans le réseau trophique. CD, ce sont les pointillés en bleu qui eux montrent en fait l'éclatement du nuage de points et qui mesurent la distance moyenne au centroïde du nuage de points. Enfin, un indice de redondance, lui, va mesurer donc la distance au plus proche voisin, et plus on aura des paquets de points, et plus cette valeur va diminuer, et donc ça voudra dire que des espèces se nourriront possiblement sur la même source, et donc pourront rentrer en interaction. Alors donc il y a plein d'avantages à utiliser ces isotopes, ces indices trophiques, puisqu'ils nous permettent donc de comparer différents systèmes, mais comme toute méthode, ils ont des limites. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils ne prennent pas en compte donc les sources à la base du réseau trophique. Donc ça nécessite de bien définir ce qu'on veut comparer. Il faut que nos systèmes soient comparables donc, en termes d'habitat ou de sources. Certains de ces indices sont très sensibles au nombre d'espèces, donc il faut s'assurer d'un effort d'échantillonnage conséquent. Et un des problèmes, c'est qu'il y a un manque de répétabilité, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire des réplicas de réseaux trophiques. En termes de budget, c'est trop important. Et aussi, on manque souvent de référentiels, c'est-à-dire que pour ces indices, on obtient des valeurs, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent. Il n'y a pas d'échelle, on manque de standardisation. Donc là, je vais vous faire une petite présentation de la viabilité de certains de ces indices, qui ont été testés par Brindamour et Stanislas Dubois l'année dernière. Et donc là, je vous ai mis ici une petite image d'une partition de variance, en fait. Donc ils ont testé la puissance des indices selon 3 facteurs. Et donc je vais vous présenter l'effet qu'ils ont sur les indices. Donc voici la partition de variance. Donc pour les indices que je vous ai présentés tout à l'heure, donc l'ellipse, la distance au centroïde. Donc TA, c'est en fait l'aire totale qui est définie avec les points extrêmes du nuage de points. Donc qui est en fait une valeur un peu plus biaisée que cette ellipse. Ensuite, les indices de redondance, donc la distance au plus proche voisin. SD, NND, donc c'est l'écart type de cette distance au plus proche voisin. Et CVNND, donc c'est le coefficient de variation qui prend en compte donc cette NND divisé par son écart type.
Donc tout d'abord, les indices de diversité. Donc là, on voit que le maximum de, enfin 80% de la variance pour les deux indices d'ellipse et de distance centroïde sont expliqués en fait par le chain overlap qui en fait signifie la distance entre les différentes voies de transfert au sein du réseau trophique, puisqu'ils ont testé 5 distances entre ces voies, donc soit des chaînes qui sont complètement collées, donc là on aura notamment une redondance plus importante et donc une diversité moins importante, ou au contraire deux voies qui sont très séparées par plusieurs unités d'état C13. Par ailleurs, on voit tout de suite qu'au niveau de l'aire totale, on voit qu'il est beaucoup plus sensible que les deux autres au nombre d'espèces. C'est donc pour ça qu'on va préférer, nous, utiliser l'ellipse et la distance centroïde. Pour les indices de redondance, là on voit que les deux premiers sont très sensibles au nombre d'espèces, puisque 40% de la variance est expliquée, et que surtout, ce qui est plus problématique, c'est que 40% et jusqu'à 80% pour le coefficient de variation, en fait, ne montrent pas grand-chose, puisque 80% de la variance est inexpliquée. Donc eux, on ne va pas s'attacher à les utiliser dans notre cas. Alors maintenant, on va passer donc au cas d'étude pour justement montrer l'utilisation de ces indices. Et on va essayer de voir quel est l'effet de la biomasse de crépidule, donc notre espèce invasive et ingénieure, sur l'architecture trophique d'une communauté thématique en comparant un banc mort et un banc vivant. Donc 3 objectifs. Donc c'est de voir l'effet à grande échelle, donc sur l'entièreté de la communauté thématique. Plus précisément, ensuite, au sein du groupe des suspensivores, puisque la crépidule étant une espèce filtreuse, c'est dans ce groupe qu'elle a le plus de chances de rentrer en interaction avec les autres espèces. Et enfin, on va essayer de voir si cette crépidule a un rôle d'impasse trophique, comme il a déjà été démontré dans d'autres études. Donc le site d'étude, donc la rade de Brest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste derrière. Et donc il y a deux zones d'échantillonnage, donc une à l'embouchure de l'Elorn et une à l'embouchure de l'Aulne. Donc l'échantillonnage a été fait en février de cette année. Il s'appuie sur des données en fait qui ont été récupérées. Il s'appuie en fait sur des données qui ont été récupérées l'année dernière durant la campagne Rebint et sur une campagne du début du projet. Donc, ce qui nous a permis de déterminer un gradient de densité de nos crépidules vivantes. Donc, à la base, le projet, on devait déterminer donc la structure des communautés sur un gradient de densité au nord et au sud, ainsi que donc le réseau trophique. Donc, pour cet exposé, je vais juste vous présenter les résultats du réseau trophique. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'hypothèse de base de notre étude, c'est qu'on considère que la rade est donc une baie qui est, grâce à ses marées, qui est très, très renouvelée, et donc que les sources à la base du réseau trophique sont les mêmes, et que ce qu'on va essayer de voir, c'est s'il y a une même utilisation de ces ressources. Donc voici donc les 4 points d'échantillonnage pour les réseaux trophiques, 2 au sud, 2 au nord. Donc maintenant, en ce qui concerne la nature du substrat, donc l'habitat sur lequel repose notre communauté, donc il y a nos 4 stations 2 au nord, 2 au sud. Pour le débris coquillé, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Donc ça veut dire qu'on a la même matrice structurelle à la base de nos 2 communautés, de nos 4 communautés, à savoir en fait des débris coquillés et de la vase, qui résultent directement du passé de colonisation par la crépidule depuis les années 70. Au contraire, quand on regarde les biomasses vivantes de crépidule, on voit là qu'on a un beau gradient, et ce qui nous permet en fait de déterminer deux ensembles, donc un ensemble au nord composé d'une très forte biomasse de crépidule et un regroupement au sud qui est lui plutôt considéré comme un banc mort dans la suite de l'étude. Donc voici l'architecture trophique des 2 bancs, donc le banc mort en haut et le banc vivant au sud. Donc les couleurs représentent les groupes trophiques, donc en violet on a les suspensivores, en bleu et orange les déposivores, donc de surface et de subsurface, en jaune les omnivores et en gris les carnivores. Les ellipses, donc qui correspondent à celles que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc en violet les suspensivores, en gris les carnivores, et donc l'ellipse pour la communauté est représentée en noir.
Donc là, ce qu'on observe, c'est que globalement, on a une même structure. Donc les groupes trophiques sont agencés de la même manière, surtout pour les consommateurs primaires. Et les indices trophiques, surtout, sont équivalents. Donc ceux qui sont les plus stables pour montrer donc, la diversité trophique sont donc l'ellipse et la distance centroïde, qui sont très proches. Donc, ce qui veut dire que, a priori, cette biomasse de crépidule, qui représente à peu près 90% de la biomasse de la communauté, ne semble pas vraiment influer sur le réseau trophique dans son ensemble. Donc ensuite, on a pris les espèces en commun pour voir s'il y avait des différences plus fines et pour essayer de voir s'il y a un effet donc, de cette crépidule. Donc là, encore une fois, on avait 46 espèces en commun. On voit que globalement, le réseau se tient de la même manière. Donc on garde la même structure. On a calculé le niveau trophique des consommateurs secondaires et ils étaient très proches entre les deux bancs. Donc ce qui répond en partie à la question donc, de savoir si la crépidule est une impasse trophique ou non. Et donc voici maintenant donc, les indices trophiques pour la communauté. Donc par contre là, on peut se permettre d'utiliser notre aire totale puisqu'on utilise les mêmes espèces dans les deux cas. Donc là on voit que bien qu'ils soient très proches, il y a quand même une petite différence. On passe de 31 à 26. Donc là on peut se dire qu'il y a quelque chose. Donc on va, avant d'aller voir plus précisément au sein des suspensivores, on va aller voir, on va faire une petite comparaison donc, avec le merle, donc justement qui est une espèce, donc une algue calcaire qu'on trouve beaucoup dans la rade de Brest et qui est considérée comme un habitat donc, très riche. Donc on a recalculé les indices sur la base des valeurs brutes de signature et on remarque que ça nous sert un peu quelque part de référentiel et on voit que on a des valeurs qui sont très proches et qui sont même plus proches a priori d'un banc mort. Donc comme on peut voir par les indices de diversité qui sont donc l'ellipse, la distance centroïde ou encore l'aire totale. Donc on a une structure trophique qui est proche de celle d'un banc de merde. Donc là je vous ai mis donc, les indices pour le groupe du suspensivore avec en C, donc là c'est la valeur de notre crépidule adulte, puisqu'on a aussi mesuré donc, les valeurs pour trois classes de taille, donc les crépidules juvéniles, intermédiaires et adultes. Donc là par contre on voit qu'on a une plus grande différence de diversité trophique qui passe quand même pour l'ellipse de 6,4 à 3,9. Donc ça c'est directement lié, enfin en partie, à la gamme en delta N15 qui est plus élevée pour un banc vivant. Donc ça laisse supposer que peut-être il y aura des niches trophiques qui sont plus diversifiées au nord, là où on trouve de fortes biomasses de crépidules. Donc ensuite, sur nos valeurs de delta N15 et delta C13, on a effectué une classification ascendante hiérarchique et on prend comme référence un banc mort puisqu'on s'intéresse à l'ajout d'une biomasse de crépidules. Donc on voit ici qu'on a surtout trois groupes, donc un groupe violet, un groupe bleu et vert, donc qui ont une réalité écologique, puisque par exemple donc le groupe bleu est constitué donc d'éponges et d'acidies, qui sont des espèces qui sont souvent sur nos bancs coquillers, qui sont plus proches de la colonne d'eau, et donc qui ont accès à une matière organique particulière plus fraîche, dirait-on. Alors que là, donc, on a surtout donc, le chapeau chinois, et des petites espèces qui, eux, vivent tout en bas du banc et qui ont plutôt accès à une matière qui a déjà sédimenté et qui possiblement a déjà subi des processus de dégradation. Enfin, un petit groupe fourre-tout où on retrouve notamment donc, nos trois crépidules, donc nos trois classes de taille de crépidules et certains bivalves. Et qui, eux, par contre, ont plus une position intermédiaire au niveau du banc coquillé. Donc, quand on fait la même chose sur le banc vivant, donc on retrouve toujours nos trois groupes, donc le groupe bleu, violet et vert, mais par contre, on voit que le groupe violet, donc où était présente la crépidule, a explosé, et que certaines espèces en sont parties. Donc là, il y a trois espèces, donc une praire, un certularidé et un sabélaridé. Eux, on ne va pas s'en occuper, puisqu'en fait, on n'a pas un échantillonnage suffisant pour savoir si c'est dû à un effort d'échantillonnage ou non. Donc par contre, on va plutôt s'intéresser aux deux autres espèces qui sont sorties. Donc ce sont en fait les deux classes de taille de crépidules, à savoir les juvéniles et les intermédiaires. Donc je vous ai mis ici une autre représentation. Donc ça c'est une photo d'un banc mort typiquement. Donc on a surtout donc des débris coquillés.
Donc on voit bien qu'on a une structure un peu en 3 dimensions, et que sur cette accumulation, on retrouve nos espèces. Donc ici, en bleu, l'éponge et les acidies, qui sont plus proches de la colonne d'eau. Notre petit chapeau chinois qui, lui, vit dans les coquilles mortes, donc au fond du banc. Et en intermédiaire, donc les bivalves, les crépidules adultes et quelques crépidules juvéniles. À l'inverse, donc sur un banc vivant, donc là encore une fois, on a toujours cette structure en 3 dimensions, mais par contre, on a donc un ajout de crépidules vivantes. Donc ça, ce sont en fait des représentations schématiques de colonies de crépidules vivantes. Donc on a toujours nos éponges et nos acidies qui filtrent, eux, sur la colonne d'eau directement, nos chapeaux chinois, nos crépidules et nos bivalves, et donc là on retrouve nos juvéniles et nos intermédiaires qui, eux, ont changé de groupe trophique, enfin pas de groupe trophique, mais de sous-groupe, dirait-on, et qui en fait se retrouvent à avoir une alimentation qui est plus proche de celle des chapeaux chinois. Donc ça peut mettre en évidence donc une compétition intraspécifique des juvéniles avec les adultes. C'est-à-dire que si on a une trop forte biomasse de crépidules, on peut penser que, au bout d'un moment, il faut qu'elles sont restreintes à une source trophique différente des adultes. Donc pour conclure, donc ce qu'il faut bien voir, donc là je vous ai fait une petite hypothèse qu'on a sur les crépidules, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'ensemble, qu'on ait un banc mort ou un banc vivant, on a une structure globale de réseau trophique qui est la même. Donc là, je vais vous faire un petit parallèle avec le banc de merle, qui lui aussi a cette structure en 3 dimensions, et qui par contre est inerte. Donc on pourrait plus se rapprocher à un banc mort de crépidules, et on sait très bien que ce banc de merle, donc, il est très riche d'un point de vue trophique, mais aussi d'un point de vue taxonomique. Donc une richesse fonctionnelle qui est très importante. Donc ça, cette richesse taxonomique, ça a été aussi montré pour une autre espèce, donc une espèce ingénieure filtreuse, donc qui est la moule zébrée. Donc les co-collaborateurs ont eux montré que entre un banc mort et un banc vivant, on avait une même structure de la communauté, donc cette fois-ci d'un point de vue taxonomique. Donc ces deux parallèles en fait nous permettent de dire que, a priori, l'effet ingénieur de la coquille, donc l'effet autogénique, serait plus important que la filtration de cette crépidule. Donc ça a des conséquences à long terme, puisque ces coquilles en fait elles vont rester après la mort des organismes, et donc vont permettre donc de garder un réseau trophique structuré, et ça donc très longtemps après la fin d'une colonisation de la crépidule, comme on le voit par exemple donc, au sud de la rade. Et l'avantage d'utiliser ces isotopes, c'est justement qu'on a une vision assez intégrée du réseau trophique, et donc on peut se permettre de dire que c'est valable pour l'automne et l'hiver. Donc je vais finir par une petite perspective. Donc c'est quand on voit l'étendue de valeur d'état C13, à la base dans la rade de Prest, on imagine que la source primaire c'est la matière organique en suspension, qui est d'une valeur de l'ordre de -22. Et nos crépidules par exemple, qui sont les plus enrichis en état C13, sont elles à -16. Donc on se dit c'est pas possible que la crépidule elle se nourrisse exclusivement sur ce POM. Donc on se dit peut-être qu'il y a une source manquante, et cette source ça pourrait être le microphytomatos. Donc là je vous remonte encore un exemple donc, de moule zébrée, où là on voit avant colonisation et après colonisation, et on voit que toute la communauté en fait s'est décalée vers des valeurs plus enrichies. Et donc ça c'est dû en fait directement à la moule, puisqu'en fait elle va pomper donc la matière organique en suspension, donc elle va possiblement rentrer en compétition, mais indirectement elle va produire, grâce à ces pseudofécès, de la même manière que les crépidules, elle va produire de nombreux biodépôts, et ces biodépôts vont en fait favoriser la croissance du microphytomatos, qui va donc devenir une source supplémentaire pour le reste de la communauté, et qui va donc éviter une trop forte compétition entre la moule et les autres espèces. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on se propose de tester donc avec notre crépidule, puisque justement, donc ça c'est une photo qui a été prise en microscopie électronique sur une coquille de crépidule, où on voit qu'il y a beaucoup de monde, et notamment du microphytomatos. Donc ça c'est intéressant pour notre crépidule, puisqu'on sait qu'elle produit beaucoup de beaux dépôts, et que en plus elle produit du mucus, et que ce mucus pourrait aussi favoriser la croissance du microphytomatos. Donc ça pourrait être la légère différence qu'on a entre notre diversité trophique au sein des suspensivores, pourrait être due à une source supplémentaire qui justement permettrait d'augmenter la disponibilité en source pour les espèces.
Merci de votre attention.